Salut, bienvenue à cette nouvelle édition du podcast Bulletin sportif. Très content de vous retrouver encore une fois cette semaine. Cette semaine, hockey. Ben oui, on est dans le hockey non seulement parce qu'avec Denzel Carigueya, on va parler des deux premiers matchs de la finale de hockey collégial, mais également parce que au lieu d'une entrevue de la semaine, j'ai eu une table ronde avec trois invités pour parler de développement de hockey, du développement du hockey scolaire, de l'implication, pas l'implication, mais l'intégration, en fait, des études dans le développement des joueurs de hockey, surtout à l'âge junior. Donc, on va parler beaucoup du hockey universitaire, mais du hockey collégial en comparaison, pas en comparaison, mais on va mettre en perspective le hockey junior majeur face à tout le volet étudiant, le volet scolaire. On a des super invités pour parler de ça. Alexandre Dandonneau, entraîneur-chef de l'équipe collégiale du Boomerang d'André Laurando. On a également Dominique Jalbert, un gars qui a parlé très fort, qui a été très vocal quand Yves Boisvert a écrit un article un peu plus tôt cet hiver à propos justement de la Ligue de hockey junior majeur et de son modèle. Et on est aussi avec Stéphane Auger, le directeur du hockey au RSEQ. Donc, une belle discussion. Je pense que les gens ont intérêt à entendre ça. Un paquet de belles prises de position et surtout d'explications de comment les choses fonctionnent, puis peut-être mettre un peu les choses en perspective sans nécessairement tout le temps dire un modèle est bon, l'autre ne l'est pas. Essayer d'expliquer pourquoi les choses sont faites telles qu'elles le sont. Donc voilà, fait que ça, c'est le programme que je vous offre. Évidemment, cette semaine, on avait le repêchage de la Ligue canadienne de football. Donc, évidemment, les fans de foot, là, je vous connais, je le sais que vous en voulez, vous en mangez. On va parler de ça. Il y a un article qui va être écrit, évidemment, là-dessus, mais j'essaie d'organiser les choses pour pouvoir avoir des gens autour de la table pour en discuter davantage. 8 joueurs du RSEQ ont été repêchés dans cette séance-là. Notons notamment Michael Broderick des Carabins, repêché par Edmonton au 2e rang total, et David Dallaire du Rouge et Or, sélectionné par les Alouettes de Montréal en 2e ronde. Donc voilà, on aura l'occasion, comme je vous dis, d'en parler et d'écrire sur le sujet. Suivez Bulletin sportif, vous allez en avoir en masse. Sur ce, je vous invite à écouter le reste de l'émission avec Denzel et le groupe d'invités que j'ai pour parler de hockey. Cette émission-là, évidemment, vous est présentée par Gagné Sport. Gagné Sport chaque semaine qui est là. Gagné Sport qui nous permet de vous présenter la qualité de contenu que vous avez. Spécialiste des équipements de sport. Leur équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Leur service s'adresse aux individus comme vous et moi, mais également au centre de services scolaires, aux écoles privées, aux cégeps, universités, aux municipalités, aux centres sportifs, aux services de garde, ainsi qu'aux bureaux d'architecture et d'urbanisme. Nous croyons chez Gagné Sport également qu'il n'y a aucun compromis à faire en ce qui a trait à la sécurité chez Gagné Sport. L'excellence du service qui est offerte à la base de toutes leurs actions. Allez visiter gagnesport.com ou appelez-les 1-855-588-0377. Ils vont avoir des réponses à toutes vos demandes, peu importe ce que vous cherchez comme équipement sportif. Alors voilà, maintenant, profitez du show qu'on a monté pour vous. Et surtout, j'espère que vous aurez l'occasion d'apprécier. Et n'hésitez pas à commenter. Je vais avoir vos commentaires, je vais avoir vos impressions, non seulement sur le show en général, mais sur les sujets qu'on aborde, le hockey junior versus collégial universitaire, notamment un sujet qui polarise, si on veut, mais surtout un sujet qui mérite d'être expliqué parce que souvent, il y a des nuances qui ne sont pas faites. Alors voilà, ce sera fait pour vous aujourd'hui. Bon show tout le monde. Hockey collégial avec Denzel Carigueya. Salut Denzel. Salut Phil, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien, merci. Good. La finale est commencée. Les 2 premiers matchs ont été joués. C'est 1-1, fait qu'on est au même point. C'est juste qu'on est rendu avec une série plus courte.
On a commencé avec une victoire des Janois d'Alma. Victoire, je ne veux pas dire convaincante, mais ça finit 3-2, mais les Janois étaient en contrôle du match tout le long. Je dirais ça comme ça. Puis le deuxième match, on y reviendra tantôt, mais une victoire évidemment de Saint-Laurent. Comme je te dis, on y reviendra tantôt. Comment tu as vu ça justement, ce premier match-là? Quand as-tu retiré? Quelles sont tes observations? Les Janois ont connu un très bon début de match. Être en mesure de se procurer une avance de 2-0 à domicile, c'est toujours bien. Les partisans ont pu entrer dans le match eux aussi. Des buts que F. Gascon aurait certainement aimé revoir. Je pense à l'occasion de Charles-Antoine Tremblay qui était à peu près tout seul. Il prend un tir avec très bonne précision, mais F. Gascon aurait pu certainement mieux faire. Puis sur le deuxième but des Janois, c'est une déviation du propre défenseur des Patriotes qui finit son chemin dans le but. F. Gascon qui avait fait une sortie un peu hasardeuse. Donc, c'était pas le début de série escompté pour la gardienne étoile des Patriotes, mais les Pats ont été en mesure de se reprendre en deuxième période. Un but de Danick Latour, en contre-attaque. On sait comment les attaquants des Patriotes sont en mesure de prendre d'assaut le territoire offensif avec leur capacité à être très rapide. Puis c'est qu'est-ce qu'on a vu? Un tir de Félix Gauthier qui est pratiquement stoppé, puis on est capable de décamper, avoir même 4 contre 2, puis on est en mesure de réduire l'écart à un but. Mais c'est Olivier Talbot qui procure la victoire au sien avec ce but gagnant qui a été généré par un revirement en territoire défensif par les Patriotes. On réussit à trouver Talbot dans le centre, puis il est en mesure de loger le disque. On pensait avoir une lueur d'espoir du côté de Saint-Laurent, un but du Goley Marcon. Son premier des séries, il va récupérer un retour. C'est peut-être la seule bévue qu'Olivier Frenette a eu dans ce match parce qu'il a été vraiment sensationnel durant toute la durée du match. Effectivement, très solide Frenette dans ce match-là. Et là, on a vu justement dès ce match-là un peu l'identité des deux équipes. Les Patriotes, tu t'en as parlé tantôt, cette capacité à donner l'impression que la patinoire est très courte. Ils réagissent extrêmement vite pour sortir de leur zone dès qu'ils en ont l'occasion. Donc, c'est le travail un peu d'Alma de s'assurer de faire un échec avant. Oui, soutenu, mais en même temps, s'assurer que la rondelle reste un petit peu plus longtemps dans la zone quand on perd le contrôle. Je ne sais pas quelle stratégie avoir parce que quelque part, là, c'est ça, il faut empêcher Saint-Laurent de contre-attaquer si rapidement. Écoute, évidemment qu'en prenant les devants 2-0 comme ça dans ce match-là, les Janois gardaient un certain contrôle, mais tu l'as dit, ça a pris quand même une superbe performance de Frenette. Oui, Frenette qui a été sensationnel en première période notamment. Je pense à l'occasion sur Carl-Anthony Massé est allé le frustrer sur un arrêt à bout portant. Frenette qui a été en mesure de prendre le dessus sur F. Gascon. C'est un duel de gardiens, on le sait. C'est probablement les deux meilleurs gardiens depuis le début des séries éliminatoires. Puis on l'a mentionné, les Patriotes qui ont cette capacité à aller de l'avant très rapidement. Donc ça sera aux Janois de vraiment garder possession du disque et de le faire de façon sécuritaire. Pas y aller de passe trop risqué, d'y aller d'un jeu simple, essayer de générer des rondelles au filet parce que si on n'est pas en mesure de garder possession du disque en territoire offensif, la rondelle va revenir très vite en territoire défensif. Puis on a des attaquants très rapides. On a parlé de Latour, mais on a aussi des gars comme Carl-Anthony Massé qui n'a pas été en mesure de se signaler jusqu'à présent, mais il faudra faire attention. Et surtout, qu'est-ce qui est important à signaler, c'est que le premier trio des Janois a été muselé dans ce premier match, mais on a tout de même été en mesure d'aller chercher cette victoire. Habituellement, les Janois vont comme le premier trio va, mais on a été en mesure de trouver d'autres solutions à l'attaque. Je parle à Charles-Antoine Tremblay. C'est probablement un des meilleurs attaquants des Janois en ce moment. Il s'inscrit à la marque dans les deux matchs, puis il fait sentir sa présence à chaque match. Et dans le deuxième match, là, c'est l'inverse. Dans le fond, c'est Saint-Laurent qui a pris rapidement les devants. 2-0 après une période, mais 3-0 à l'intérieur de la première minute, on a marqué un troisième but. Ça ne s'est quand même pas terminé là. Les Janois n'ont pas lâché. Une preuve de résilience de cette équipe-là pour montrer que oui, l'attaque de Saint-Laurent est peut-être solide, mais les Janois sont capables de marquer des buts, puis avec du temps, ils sont capables de s'installer. Tu l'as dit, le premier trio, quand Gauthier, Deblois et compagnie se mettent en marche, ils sont capables de produire et ils ont remonté la pente. Ça a pris un but d'Antoine Gagnon, son deuxième du match en prolongation pour terminer le tout. Exactement, tu l'as bien résumé. C'était les Janois qui avaient pris une avance de 2-0 en première période lors du premier match. Lors du deuxième match, c'était au tour des Patriotes
À domicile, cette fois-ci, ils ont été en mesure de eux aussi prendre avantage de certaines largesses du gardien Olivier Frenette cette fois-ci. Un tir d'Antoine Gagnon, son premier but, c'est certainement un tir qu'aurait aimé revoir Olivier Frenette. Puis par la suite, les Patriotes ont été en mesure d'inscrire 2 buts en 1 minute 26. Le deuxième but qui a été inscrit en avantage numérique. Puis par la suite, on a été en mesure de prendre les devants 3-0 dans ce match. On pensait qu'on avait une certaine option à ce moment-là, que les Janois étaient un peu à terre, mais on a joué avec beaucoup de caractère du côté de la formation de Pascal Hudon. On a extrêmement confiance en nos moyens. Ils sont en mode série, les Janois, puis ils ont été en mesure de combler ce retard de 3 buts. On a vu le réveil du premier trio. On l'attendait du côté d'Allemand parce qu'ils avaient été un peu plus discrets. Mais c'est finalement Antoine Gagnon qui était en mesure de clore le débat. Il a contribué à 3 des 4 buts de sa formation. Il avait été un peu plus discret jusqu'à présent dans les séries éliminatoires, mais Gagnon était en mesure de se lever au bon moment, puis de procurer cette victoire dans une aréna Ronald Caron vraiment à pleine capacité. Puis c'est bien de voir cette série être égale 1-1 parce qu'on s'attendait à une série serrée. Puis le match 2, on dit souvent que c'est un match pivot. On aurait pu se retrouver dans une série 2-0. Les Patriotes auraient pu être obligés de remonter l'emporte en gagnant 3 matchs consécutifs. La tâche allait être lourde. Mais on se retrouve à une série 1-1 en finale. C'est un scénario rêvé pour les amateurs de hockey collégial. Exact. Il est arrivé quelque chose qui, disons, démontrait l'intensité du moment. Au milieu du match, en deuxième période, F. Gascon et Tommy Deblois qui se sont affrontés, disons-le comme ça. Le jeu auparavant, c'est Vincent Dupuis qui fonce au filet d'F. Gascon. Il perd pied et il fonce, il fauche en fait F. Gascon. On la sent frustrée à ce moment-là, évidemment. Elle donne un petit coup, mais ça s'arrête là. Par contre, sur la séquence suivante, en fait, le jeu repart, là, puis une minute après ou environ, là, cette fois, c'est quand Gauthier a pris son tir. On est en avantage numérique, prend son tir, réussit à marquer. En fait, un autre tir, tu parlais de F. Gascon qui aurait peut-être aimé revoir des tirs dans le premier match. Dans ce match-là, même s'ils ont gagné, elle aurait sûrement aimé revoir celui-là parce qu'il a vraiment échappé. Elle l'a vraiment échappé, était dans sa mitaine. Bref, Gauthier marque et Deblois veut aller célébrer avec ses coéquipiers dans l'autre coin de la patinoire et il passe dans le demi-cercle de Gascon et il l'accroche. Puis à ce moment-là, évidemment, elle tombe et a réagi en répliquant et en retombant sur lui. Au bout du compte, c'est Deblois qui s'est retrouvé avec une punition d'obstruction sur le gardien, punition pour rudesse et Gascon avec punition pour rudesse. Ça aurait pu dégénérer à ce moment-là un peu. Bon, quand même, malgré tout, là, ça n'a pas été si pire, mais franchement, on sent que F. Gascon veut protéger son territoire, veut protéger son coin. Je ne sais pas s'il a passé un message ou c'était simplement de la frustration de voir ce qui s'était passé avant, évidemment, ayant accordé un but, mais quand même, j'ai aimé voir cette preuve de caractère-là de Gascon qui ne s'en laissait pas imposer. Pareillement, j'avais oublié de le mentionner, mais tu viens de le faire. Gascon qui a fait preuve de caractère comme son équipe. Puis en séries éliminatoires, on sait comment l'importance d'une gardienne de but peut être dans une équipe, celle qui vraiment montre l'exemple en étant sereine devant son filet. Puis c'est vraiment la joueuse étoile des Patriotes. Puis de l'avoir de cette façon-là, être en mesure de réagir de la bonne façon, de montrer qu'elle a peur de rien, c'est très bien joué de sa part parce qu'on sait que si les Patriotes veulent aller gagner ce championnat, on va avoir besoin d'une F. Gascon qui est en grande forme. Puis elle ne s'est pas laissée imposer par les attaquants adverses, par le défenseur Dupuis aussi. Donc, ça va être une situation à surveiller, comment elle va être en mesure de gérer ses émotions et si les Janois vont encore tenter de la déranger dans son travail parce qu'en ce moment, on sent que son troisième match pourrait être celui qui va peut-être faire pencher la balance. Là. Ben, je trouve que tu amènes un point intéressant parce que on veut avoir un gardien qui est serein. Oui, c'est beau de démontrer du caractère, mais en même temps, on veut être sûr que notre gardien est en contrôle de ses émotions. Évidemment, pour les raisons qu'on n'a pas besoin d'expliquer en long et en large. Franchement, en fait, tu as raison, ou est-ce que ça amène peut-être les Janois à se dire OK, on ne se gêne pas, on fonce au filet, on fonce au but. Parce que si c'est Gascon elle-même qui était obligée de s'occuper de ça, de s'auto-protéger, bien évidemment, ça la sort un peu de son match.
ça oblige, dans le fond, les défenseurs des Patriotes là, à probablement jouer de façon un peu plus serrée et, je ne veux pas dire robuste nécessairement, mais s'assurer de jouer au moins de façon très serrée pour s'assurer qu'on se rend le moins possible jusqu'à elle. Exactement, je suis sûr qu'on s'est passé le mot aussi que ce genre de séquence-là, on espère que du côté de Saint-Laurent que ça ne va pas se reproduire. Puis ça sera aux défenseurs, comme tu l'as dit, de venir protéger l'enclave, de ne pas laisser un joueur des Janois seul devant F. Gascon, puis de les permettre de l'atteindre. Parce qu'on a une unité qui est un peu moins physique du côté de Saint-Laurent, même si on a un défenseur assez imposant en Guarnieri. Je pense qu'on a une défensive un peu plus expérimentée du côté des Janois, mais ça sera aux défenseurs des Patriotes aussi de la protéger. Ils l'ont fait durant tout le cours de la saison. On n'a jamais vu de gestes disgracieux ou dans l'excès pour aller déranger Gascon. Donc, ça sera à eux de faire le travail. Puis, je suis sûr qu'on s'est passé le mot dans le vestiaire. On a un bon groupe de leadership avec des joueurs comme Simon Jacob, Zachary Préa-Ricard en défensif. Donc, je pense pas qu'on devrait revoir cette situation. Mais encore une fois, il faudra surveiller le tout. Là. Non, absolument. Puis, de toute façon, je pense pas que Deblois, son objectif était vraiment d'aller frapper Gascon. C'est juste que là où il est passé, disons que les chances étaient élevées qu'il finisse par l'accrocher. Ça c'était peut-être voulu de passer là, mais je pense pas qu'il voulait nécessairement la frapper ou quoi. D'ici le reste là, de la série, parce qu'évidemment, on a les 2 prochains matchs, vendredi et dimanche, encore une fois. Là, il reste 2 victoires à aller chercher. Peu importe on est quelle équipe, 2 victoires à aller chercher, ça pourrait se régler en fin de semaine. Qu'est-ce qui sera la clé, d'après toi, maintenant que la série n'est plus un... Bien, évidemment, c'est encore un 3-5, mais comme on est à égalité, ça devient un 2-3, ça devient encore plus... on le sait là, qu'on s'approche vraiment du moment fatidique. Alors, pour toi, qu'est-ce qui va faire la différence? Là? Qu'est-ce qu'il faut surveiller de chacun des deux côtés? Lorsqu'on regarde la colonne des statistiques, dans chacune des statistiques jusqu'à présent, on voit que dans chacune des colonnes, c'est assez serré. Donc, ça va certainement se jouer sur des détails, mais je pense qu'à présent, on n'a pas vu un avantage numérique être en mesure de faire la différence. Dans le match numéro 2, on a vu les deux équipes être en mesure de s'inscrire à la marque. Je m'attends à ce que durant les matchs numéro 3, 4, voire même au numéro 5, qu'il y ait un avantage numérique soit en mesure de prendre le dessus. De chaque côté, ça va être le premier trio qui va faire la différence. Carl-Anthony Massé, je pense que ça va être l'élément clé dans les prochains matchs. Il n'a pas été en mesure de noircir la feuille de pointage jusqu'à présent. Donc, pour Massé, je m'attends à une grosse performance à ce niveau-là. Puis, ça sera des joueurs comme Tommy Deblois du côté d'Alma de répondre aussi parce que je pense que ça va être un beau duel à surveiller. Puis, non, ça va être sur des détails que ça va jouer, puis sur les unités spéciales, surtout sur l'avantage numérique parce qu'en ce moment, on a été assez indiscipliné d'un côté, puis de l'autre, on est resté discipliné, mais il faudra faire attention. Tu as amené quelque chose qui est intéressant dans tout ça, c'est effectivement Carl-Anthony Massé. On attend qu'il explose, on attend quelque chose. Lui-même doit sentir une certaine pression de devoir produire. J'imagine que le prochain match va être doublement important parce que gagne ou perd, si au moins il arrive à produire, il va peut-être au moins se dégager de ça puis sentir qu'il est regagné de la confiance. Parce que oui, il y a lui, mais Lombardo aussi, c'est des gars qui devraient produire plus d'1 point par match habituellement. Ne le font pas, puis ils jouent contre une excellente défensive. Fait que ça doit devenir frustrant un peu, et probablement, en effet, que les occasions d'avantage numérique sont probablement les meilleurs moments pour eux pour espérer commencer à produire. Il reste moins de temps, donc comme je dis, là, ces gars-là doivent sentir une certaine pression là, de vouloir bien faire, puis parce qu'ils connaissent leur rôle. Là. Au bout du compte, tu es le premier trio, tu le sais que tu dois produire. Donc, c'est sûr que ce sera à Tim Archambault de les mettre dans les bonnes situations pour produire. Puis c'est des joueurs qui ont besoin de plus de confiance. On sait que les intentions offensives sont là de chacun des deux côtés, que ce soit Massé ou Lombardo. Lombardo qui a quand même été en mesure de noircir la feuille de pointage lors du deuxième match. Oui. Mais pour Massé, on le sait que c'est probablement ses derniers matchs avec les Patriotes. Il devrait s'aligner avec les Remparts de Québec la saison prochaine. Donc, j'ai hâte de voir comment on va être en mesure de l'utiliser parce qu'en ce moment, il a été restreint. Puis, ça a été très, très rare durant la saison où est-ce qu'on a vu Carl-Anthony Massé être restreint durant 2 matchs consécutifs. Je ne sais pas si c'est arrivé ou est-ce que 2 fois, Massé a été laissé de côté, pas laissé de côté, mais n'a pas été en mesure de toucher la cible. Donc, que ce soit avec des mentions d'assistance ou avec un but. Donc, oui, on l'a bien résumé. Il faudra faire attention au réveil de Carl-Anthony Massé. Puis, du côté des Janois, on peut réjouir
ont fait de l'excellent travail pour le freiner. Puis c'est tout à l'honneur d'Olivier Frenette aussi, parce que je le répète, lors du premier match, il aurait pu s'inscrire à la marque. Absolument, absolument. Ça ne veut pas dire qu'il ne joue pas bien, effectivement, mais tu sais comme moi que le marqueur doit mettre la rondelle derrière le gardien pour avoir l'impression qu'il fait son travail malgré les occasions. Écoute, un gros merci. On regarde ça. Et juste pour revenir à ce que tu disais, effectivement, Carl-Anthony Massé n'est pas passé 2 matchs de suite sans obtenir 2 points de toute la saison, sauf le dernier match contre Champlain Lennoxville et le premier contre Alma. Ça donnait 2 matchs de suite, mais de toute la saison, sinon, ça ne lui est jamais arrivé. Donc, je reviens au fait que vendredi 5 mai au Centre sportif Mario Tremblay à Alma, 19h, prochain match. Et dimanche, évidemment, le match est sûr d'être joué dimanche également, Arena Ronald Caron, à 15h pour voir la suite de cette finale entre les Janois d'Alma et les Patriotes de Saint-Laurent. Encore une fois, un gros merci, Denzel, pour toute cette analyse. On se reparle la semaine prochaine parce que, évidemment, il y a encore beaucoup de beau hockey qui va se jouer, puis on a hâte de voir ça. J'ai très hâte de suivre ça. Puis je ne serais pas étonné qu'on se revoie aussi la semaine d'après. Là. Je pense qu'on va avoir un match numéro 5. Là. Oh, la prédiction est lancée, mesdames et messieurs. Merci, Denzel. À la semaine prochaine. Pareillement, merci. Toujours un plaisir. Salut. Bonjour tout le monde. Cette semaine à Bulletin sportif, l'entrevue de la semaine, c'est pas une entrevue de la semaine, en fait, ça va être une table ronde, puis j'ai des invités de haut calibre avec nous pour parler d'un sujet qui a tendance à accrocher, qui a accroché pendant l'hiver. On parlait du développement du hockey, mais de l'école là-dedans, de tout le volet scolaire académique. Puis avec moi, j'ai comme je vous disais, des invités très intéressants. Dominique Jalbert, ancien des Saguenay-Chicoutimi, qui a joué pour les GGs d'Ottawa. Tu es allé jouer en France, dans la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, courtier hypothécaire, puis impliqué un peu moins parce que tu as des enfants en bas âge, mais impliqué avec l'équipe du cégep de l'Outaouais. L'Outaouais, oui. Alors, bienvenue Dominique, merci d'être là. Merci beaucoup. On a Alexandre Dandonneau qui a joué Junior 3A, Ligue nord-américaine de hockey aussi. Aujourd'hui, entraîneur-chef, puis je pense que tu es superviseur des programmes aussi au complet de hockey au Cégep André Laurando avec le Boomerang d'André Laurando. C'est bien ça, Alexandre? Oui, directeur technique. Puis j'ai joué à NCA aussi. Puis tu as joué à NCA aussi. Bon. Brèvement, c'était pas long. C'était le fun. Good, ben c'est ça. On va en parler. Et évidemment, ben on a, certains l'ont peut-être plus reconnu, un visage qu'on connaît un peu plus publiquement, Stéphane Auger, ancien arbitre de la Ligue nationale pendant 12 ans, arbitre dans la Ligue nationale, qu'on voit comme chroniqueur et commentateur au hockey à TVA Sport. Et, je ne pourrais pas dire accessoirement, parce que c'est ta job de tous les jours, directeur du hockey, du secteur hockey au RSEQ. Donc, quelqu'un qui a plus qu'une très bonne idée de comment ça fonctionne, quelqu'un qui a un impact direct sur le développement de notre hockey, mais surtout notre hockey scolaire. Donc, on va en parler. Puis tout de suite, je veux amorcer la discussion en revenant sur un article d'Yves Boisvert dans La Presse le 24 février dernier. Yves Boisvert lançait un petit peu des roches, si on veut, sur le modèle que représente la LHJMQ en tant qu'encadrement, en tant que capacité de modèle pour encadrer les études, puis encadrer le volet scolaire, justement, des athlètes qui jouent là. Dominique, tu as été assez vocal sur le sujet. Tu as pris la parole publiquement pour dénoncer un peu cette approche-là. Explique-nous un peu, là, justement, ce qui est venu te chercher là-dedans, puis qu'est-ce que tu reprochais à Yves Boisvert là-dedans, dans son article? Je pense que ça provient un petit peu, là, je pense qu'en 2023, le hockey a eu une année assez compliquée là, en termes de les initiations, etc. Puis on voit de plus en plus des fois des débordements avec les parents dans les estrades, tout ça. Puis je trouve que le hockey a mauvaise presse en 2023. Puis là, il y a eu en plus de ça l'article de Yves Boisvert qui est arrivé pour dénoncer un petit peu ce modèle-là. Puis écoute, dans le titre, juste le titre, c'est système d'exploitation. Carrément, on parle d'abus. Moi, j'ai eu la chance dans ma jeunesse de faire du sport-études toute ma vie. J'ai joué junior majeur 4 ans. Ensuite de ça, j'étais allé au universitaire canadien.
J'ai fait mon bac en sciences commerciales. J'étais allé 5 années en Europe après. Puis je suis revenu, je me suis trouvé un bon emploi. J'ai fondé ma famille, puis je me suis acheté une maison. Puis jamais dans ma vie, j'ai eu l'impression d'avoir été exploité ou abusé pendant mon stage junior. Même qu'au contraire, pour moi, j'ai toujours dit que le junior majeur, c'était la fondation de ma vie. C'est là où je suis arrivé. J'étais un enfant à 17 ans. Je peux pas dire que j'étais un homme à 20 ans, mais du moins, ça m'a donné les outils pour le devenir quelques années plus tard. Puis c'était juste un roll-ball parce que je l'ai vécu. Je suis encore ami avec plein de gars qui l'ont vécu. Puis je me rappelle pas avoir ramassé quelqu'un à petite cuillère qui disait que le hockey junior l'avait complètement détruit. Fait que c'était vraiment de ma part un ras-le-bol, puis c'était de prendre position en faveur de la Ligue parce qu'il n'y a rien de parfait. Il y a des choses qui sont améliorées. Il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées au courant des dernières années. Il y a encore des choses à améliorer. Je suis un peu tanné aussi de la comparaison tout le temps avec le NCAA, que moi, personnellement, on pourra en jaser avec Stéphane et Alexandre s'ils sont d'accord avec moi, mais pour moi, c'est deux produits différents. C'est pas la même chose. Il y a des grosses différences pour moi entre les deux. Est-ce qu'un est mieux que l'autre? Moi, j'ai connu le junior majeur. J'aurais aimé aussi connaître le NCAA. Je suis sûr que c'est un beau produit. J'ai parlé à beaucoup de personnes qui ont joué à NCAA et qui ont eu des très belles expériences de hockey, mais de vie aussi. Fait est-ce qu'il y a un produit qui est mieux un que l'autre? Ça dépend. Peut-être que oui, peut-être que non, mais je trouvais important de prendre parole parce que j'ai vraiment vécu une belle expérience junior majeur, mais je n'ai pas vécu une expérience facile nécessairement. J'ai été un joueur invité à 17 ans. J'ai joué 4 ans pour Richard Martel. Fait que j'ai exigeant aussi. À 18 ans, je me suis présenté pour ma deuxième saison. Je me suis fait retrancher. J'étais allé jouer en 3A. Je suis revenu à Noël. Fait que j'ai pas eu un parcours facile, mais j'ai eu un beau parcours parce que pour moi, j'allais chercher plein de choses là-dedans qui me servent encore aujourd'hui. Oui, on jouait au hockey. On jouait beaucoup au hockey, 68 matchs par année. Mais dans ce temps-là, demande à un gars de 17 ans, 18 ans, qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie. Un gars qui mange du hockey, tu veux jouer au hockey. Moi, j'étais content de jouer au hockey. C'est sûr que j'y repasse aujourd'hui, à 34 ans, je pourrais plus jouer 68 games aujourd'hui. Je suis assez en forme pour ça, mais à l'époque, je le gérais bien. Puis on avait un horaire allégé à l'école qui nous permettait de bien concilier ça. Moi, je parle de ce que je connais. Chicoutimi, on avait à l'époque Gervais Munger, qui est malheureusement qui n'est plus aujourd'hui avec nous, mais Gervais, c'était quelqu'un qui avait une grande, grande attention à l'école. Richard Martel aussi, c'était un entraîneur qui mettait beaucoup d'emphase sur nos succès scolaires. Les professeurs à Chicoutimi étaient extrêmement conciliants. Je pouvais les texter, je pouvais les appeler. J'étais fatigué, je revenais de voyage, je pouvais reporter un examen. Je manquais des cours à cause que j'étais à Rimouski. J'avais une reprise en laboratoire avec un prof 1-1. Comme j'avais presque plus d'outils que les étudiants qui faisaient ça à temps plein. Fait que je trouve que à un certain moment cette année, puis je vais laisser la parole aux autres, mais à un certain moment cette année, c'est comme si tout le monde embarquait dans le train pour frapper sur le hockey. Tout le monde avait quelque chose à dire pour frapper sur le hockey. Je suis conscient que ce n'est pas parfait. Il y a peut-être des fois des choses dans la culture qui étaient à changer, etc. Et quand on parle du modèle junior majeur, moi, j'ai vécu une expérience positive. Beaucoup de gens ont vécu une expérience positive. Et c'est vraiment ce que je voulais parler quand j'ai pris position publiquement. Tu as amené un point qui est intéressant, c'est-à-dire le fait que, bon, il y avait une flexibilité des professeurs pour faciliter votre vie en tant que joueur de hockey qui étudiait. Alexandre, je vais te poser la question, parce que c'est l'inverse quand tu passes par le cégep. Je comprends que ce n'est pas le même niveau de jeu, puis je comprends tout ça, là, mais le modèle où est-ce que tu es à l'école pour faire ton sport, ton hockey, est-ce que fait en sorte que comme tu es étudiant d'abord, joueur de hockey après, à quel point cet encadrement-là, / développement du joueur, là, parce que ça vient aussi avec, tu es avec l'élite là, quand tu es avec le junior majeur, puis tu encadres le junior majeur. À quel point c'est cet équilibre-là, là, il faut qu'il passe par quoi, puis à quel point justement il faut les garder d'abord étudiants ou, comment je pourrais dire, là, jouer avec cet équilibre-là, justement. Là, comment vous voyez ça, vous autres, là, au cégep? Bien, c'est sûr que le modèle RSEQ, c'est voir collégial, qui est le stage junior des joueurs qui décident de mettre l'école en premier plan, même s'il y en a plusieurs qui passent par notre réseau et qui vont jouer junior majeur après parce que, bon, ils ne sont pas de calibre à ce niveau-là pour faire une équipe junior majeur. Des fois, ils sont de calibre junior majeur, mais juste pas là où ils sont repêchés ou invités.
Mais c'est sûr que la RSEQ, c'est complètement différent que la majorité de ce qui se fait au niveau junior partout ailleurs. Fait que, ce qui se rapproche de nous, c'est un peu les prep schools ou les high schools, si on va au centre des États-Unis, là. Mais au-delà de ça, il n'y a pas tant de ligues juniors qui mettent l'accent sur l'école comme la RSEQ le fait. Fait que, cet équilibre-là, est-ce qu'elle est mieux, elle est moins bonne? Pour moi, c'est toujours une question d'argent. La Ligue nationale, c'est ce qui gère le hockey. J'ai déjà vu des retranchements dans la Ligue nationale avoir un impact au niveau Bantam. Fait que, ça découle assez vite. Puis, ce modèle-là, veut pas, il n'est pas prêt à changer là, avec l'âge de repêchage à partir de ta dernière année, 17 ans, pour rentrer dans la Ligue nationale potentiellement à 18 ans. Tant ou si longtemps que ça c'est en place, tu n'as pas vraiment le choix là, de t'adapter à ça si tu veux que les meilleurs joueurs, les meilleurs produits, si on veut, de peu importe les territoires, là, gravitent vers ce niveau-là. Tu n'as pas le choix de les préparer pour ça. Fait que, j'avais déjà entendu parler de différents dirigeants de la Ligue junior majeure du Québec. De rentrer à 17 ans dans le but de te faire drafter après un an, c'est difficile. Et de là, la raison pourquoi ils aiment ça, faire rentrer des gars à 16 ans qui sont en secondaire 5 pour être capable par la suite d'être repêchés, pour leur donner une année d'expérience, puis après ça, une année où est-ce qu'ils sont habitués au calibre. Puis ça, je pense pas que ça va changer bientôt. Puis, je reviens un peu à ce que Dominique disait tantôt. L'article des Voix verts, comment que ça a suscité différents débats, mais ça reste du sensationnalisme. Ça reste, on écrit pour essayer d'évoquer un peu la réaction chez les gens, mais tu l'as dit tantôt, Philippe, c'est pas bien comparer les choses quand on compare le junior majeur au NCAA. Honnêtement, c'est deux modèles qui sont quasiment pareils. On fait pas mal les mêmes affaires. Il y a juste la RSEQ, honnêtement, qui est un petit peu plus vieux que les prep schools, comme je disais tantôt, mais qui est proche de ça. Mais sinon, tu regardes la North American Hockey League, qui est l'RTR 2. Eux autres, c'est 60 matchs par année. Tu regardes la NCDC, c'est 50. Tu regardes le Junior A au Canada, partout, c'est pas mal 50 matchs par année à peu près. Le Junior 3, c'est 48, je pense, cette année. Ça a déjà été plus. Fait que, puis est-ce que l'école est plus mise de l'avant dans la NCDC, dans la North American Hockey League? J'ai quelques joueurs qui ont passé par ces réseaux-là, puis la réponse, c'est non. Fait que, c'est deux modèles qui sont très pareils. Puis nous, on a le U-Sport, qui est, le calibre, il est équivalent là, à NCAA. Là. Mis à part certains joueurs qui peut-être seraient des top joueurs dans le U-Sport qui décident de jouer professionnel tout de suite, versus la NCAA, qu'il y a peut-être des gars qui décident de rester un an ou deux de plus, mais les tops des tops, là, ils vont passer au professionnel rapidement, que tu passes par le réseau américain ou le réseau canadien. Fait que c'est deux modèles qui se ressemblent beaucoup. Je pense que la grosse différence, c'est l'engagement puis le alumni. L'engagement des différentes institutions à faire du hockey. On le voit là, au Québec, on a 5 institutions qui en fait, on en a 3 au niveau U-Sport, Division 1, puis là, on a un Division 2 maintenant. Là, on a 3 équipes, donc Concordia, fait que c'est 5 au niveau masculin versus, je pense que c'est 150 dans NCAA, puis là, mais là, on parle d'un pays complet. Fait que, moi, tant qu'à moi, les deux modèles sont différents un peu parce que, bon, oui, il y a différentes institutions qui ne veulent pas, mais ça revient quand même à l'argent. Tu as un système d'alumni aux États-Unis. Je me rappelle encore la première fois que j'ai vu la vidéo des installations de Penn State. Il montrait là, la nouvelle chambre. C'est quelqu'un qui a mis je ne sais pas combien de millions, puis il a dit, tiens, je pense qu'il avait donné comme 100 millions. Il y en a 80 qui ont été pour les installations, puis un 20 pour un fonds de roulement pour aider à payer les différents scholarships. Fait que, je veux dire, la journée qu'on va avoir ça au Québec, il y a quelqu'un qui va dire, tiens, voilà 100 millions pour partir. On a eu les Molson qui ont donné 1 million, qui est extraordinaire à l'UQAM, mais ça en prend plus que ça. Fait que, je pense que c'est plus à ce niveau-là qu'aux États-Unis, c'est plus facile d'attirer les gars vers ce chemin-là. Puis, les règlements sont un peu différents aussi là, au Canada là, par rapport à combien d'années que tu as ton éligibilité avant de signer ton contrat quand tu passes par le réseau canadien versus américain. Mais ultimement, si on avait le même montant d'argent avec le système qu'on a en place, moi, je ne vois aucun problème avec notre système présentement. J'aimerais ça qu'il y ait plus d'écoles au niveau junior majeur, mais je pense que pour l'instant, à cause de la manière que la Ligue nationale gère les choses, on est en mode plus adaptation à ce qu'ils font, puis c'est la raison pour laquelle ça existe de cette manière-là, selon moi. Puis, il y a une réalité, puis Stéphane, je pense que tu peux embarquer là-dedans. Il y a une réalité, on a un cégep. Il n'y a personne au Canada puis aux États-Unis qui a ça, ce système-là scolaire, d'avoir des cégeps.
comme tu dis, ça se compare peut-être plus à des prep schools à ce moment-là où c'est des années pour finir ton high school aux États-Unis. Tu sais, les âges, ça se ressemble un peu, mais on est là. Fait que là, avoir des cégeps, c'est sûr qu'à un moment donné, ça fait que tu as beaucoup de joueurs qui, s'ils étaient juste en Ontario, seraient peut-être d'âge universitaire, puis qui seraient dans les programmes universitaires, ça devient peut-être plus difficile. Mais Stéphane, puis, tu sais, Alexandre t'amène ce point-là pour finir, puis il est important. Puis Stéphane, on en a déjà parlé, toi puis moi, ensemble. Ce fameux 2 ans-là pour un joueur canadien, avant de se faire repêcher, fait en sorte que les gars se dépêchent à sortir du réseau, alors qu'aux États-Unis, tu as 4 ans, tu as le temps d'aller continuer ton développement dans une université. Peut-être qu'aussi au Canada, s'il y avait ça, il y aurait peut-être des joueurs qui, 18, 19 ans, je me fais repêcher, je suis rendu capable d'aller jouer universitaire, bien, je continue universitaire, en même temps j'étudie, puis mon programme me le permet, puis ça peut me prendre 4 ans avant de signer mon premier contrat, là, tu peux pas. Fait qu'il y a quand même des enjeux qui jouent là-dessus, là, des différences qui ont un impact. Ben, c'est un système, c'est 2 systèmes complètement différents, Alex en parlait. Puis, c'est là que au réseau, tranquillement, pas vite, on utilise l'expression, on ferait d'asphalter le 2e parcours. Là. Il y en a un qui existait, qui passait par l'enquête associatif, les équipes 3A, le junior majeur, puis après ça, professionnel ou pour certains joueurs universitaires comme Dominique. L'autre côté, ben là, le hockey scolaire a explosé. Il y avait 3 ligues. On a réussi à harmoniser les 3 ligues. On est encore dans le processus d'organisation. Ça fait qu'on a un volume, une organisation, une structure qui aide beaucoup. Après ça, on a notre collégial de Division 1, qui est une ligue extraordinaire. Là, on regarde le classement chaque année, il n'y a presque pas de points de différence. Chaque soir, quelqu'un peut gagner une partie. Là. C'est tout aussi serré que ça. Là. On est dans les finales en ce moment, puis ça se passe très bien. C'est vraiment le fun à suivre. Cette année, c'était les 4 premiers dans le carré d'as. Puis l'année passée, la finale, je pense, c'était 7 contre 9. Exact. Chaque soir, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Puis c'est une belle ligue. Dans le rapport indépendant, entre autres, on disait qu'il n'y avait pas assez de joueurs pour nos joueurs, pas assez de place de joueurs de 17 ans, parce que ce n'est pas tous des joueurs de calibre. Ça reste toujours que deux joueurs par année de naissance qui vont finir professionnels. C'est tout à ça statistique. Là. Le résultat, on travaille pour les autres. Là. Fait que, on a à peu près 1000 joueurs de secondaire 5 qui sortent par année, qui n'avaient pas de place pour aller jouer, à part souvent le junior 2A, puis qui n'était pas la structure idéale pour certains. Puis on travaille sur le collégial D2. André Laurando a une équipe en D2 aussi. Puis c'est une ligue extraordinaire là, qui va se développer. Elle a juste 2 ans. Puis on va la grossir, cette ligue-là. On permet à des jeunes de pouvoir poursuivre leur sport, parce que beaucoup de joueurs arrêtés à 17 ans. Puis là, on va leur permettre de continuer à jouer pour 1, 2, 3 ans, puis continuer à aller à l'école. C'est certain que ces joueurs-là en D2, peu de joueurs, peut-être à part quelqu'un qui va se développer sur le tard, va accéder à du niveau universitaire. Ce qu'on avait comme problème, puis qu'on avait un exode de nos joueurs vers différentes ligues juniors canadiennes ou aux États-Unis, c'est qu'on n'avait pas de débouché pour nos joueurs collégiaux vers l'universitaire. Mais on travaille sur l'universitaire de Division 2. 3 équipes ont commencé un calendrier. Cette année, ils vont jouer avec nos équipes collégiales pour arriver en 24-25 avec une ligue universitaire de Division 2 qui va permettre à nos joueurs collégiaux de pouvoir poursuivre leurs études. C'est pas du monde qui vont faire le pro. Là. Ça leur permet de jouer au hockey et continuer à l'école en même temps. Pour ce qui est de la Division 1, c'est un défi. Là. C'est toute une question d'argent. On travaille là-dessus avec les universités et institutions. Puis comment on peut développer cette... Dans le rapport indépendant du gouvernement, ce qu'on a fait, c'est que le hockey universitaire, maintenant, il est positionné en haut de la pyramide, ce qui n'était pas avant, c'était le junior majeur. Donc là, il faut amener nos institutions, mais aussi nos joueurs à rester au Québec, puis à pouvoir poursuivre au niveau universitaire. Le chemin est encore un peu chaotique, on est en train de l'asphalter, comme on peut dire, mais à partir de là, c'est certain que pour certains joueurs, les réseaux des universités américaines, ça fonctionne. Puis c'est correct aussi. Là. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais système. Mais au Québec, là, le meilleur joueur, là, à 95%, va vouloir jouer junior majeur. C'est ça la réalité. C'est qu'ils veulent passer par le réseau junior majeur. Puis c'est correct. Puis je pense, ça, là, je suis un peu moins familier aujourd'hui, mais je pense qu'il y a une amélioration qui s'est faite au niveau junior majeur, au niveau des études. Il y a sûrement un bon bout encore à faire. C'est certain que, puis je vais juste prendre ce que tout le monde connaît, c'est certain que des échanges en plein milieu de l'année, quand tu es en pleine période scolaire, c'est plus difficile. Un jeune qui sort du secondaire, qui est tout de suite retiré à 16 ans, va jouer junior majeur. Fait que il y a des choses à attacher, je pense, à resserrer au niveau junior majeur. Mais c'est 2 systèmes différents. Puis la clé, c'est tant que la Ligue nationale ne décidera pas de mettre les règles égales entre la NCAA et le junior majeur pour les années d'éligibilité, bien là, tu vas te ramasser avec un système à 2 vitesses. Ça reste que c'est la grande ligue qui décide comment ça se passe en dessous. Là. Parce que là, on parle encore une fois de
comment prendre notre élite puis la placer, qu'il y en ait le plus possible de cette élite-là qui monte le plus loin possible. Mais ça reste que notre système, puis tu l'as bien dit, Stéphane, on ne peut pas monter un système au complet pour 2, ultimement peut-être 5 gars par année. Tu sais, c'est correct, on veut les aider, on veut s'assurer que ces 5-là ont une vraie chance, mais on veut pas les échapper, mais ton système au complet ne peut pas être bâti là-dessus. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est des jeunes qui sont à un âge où ils vont à l'école. Je comprends que le junior majeur puis le collégial, le niveau de jeu n'est pas le même. Fait que c'est sûr que l'élite d'un sport veut aller jouer à son plus haut niveau. Mais en même temps, comment on peut s'assurer qu'à l'école, que le merge soit bien fait? Dominique, toi, tu l'as vécu. Est-ce que tu étais moi, je pourrais dire, un nerd qui prenait le temps d'étudier puis de faire tes affaires par rapport au reste du groupe, puis prends le mot nerd avec ce que ça veut dire, il n'y a rien de méchant là, mais dans le sens, t'étais-tu quelqu'un, OK, moi, je suis assidu, moi, je suis discipliné, moi, je le fais, mais quelqu'un que ça ne tente pas, il peut s'arranger pour rien faire. Est-ce que, puis je sais que ça s'est amélioré, mais à quel point, on pourrait s'assurer qu'il y a vraiment des, je sais pas moi, on peut-tu améliorer la qualité des ententes entre les écoles et le junior majeur? Peut-être que tu peux m'éduquer là-dessus. Là, je ne suis pas un expert là-dedans. À quel point on peut s'assurer que c'est des étudiants athlètes? Là? Je sais qu'on utilise ce terme-là de plus en plus quand on communique, là, la LHJMQ, mais c'est-tu des athlètes étudiants ou des étudiants athlètes? C'est là l'affaire. Pour répondre à ta première question, j'avais une grande facilité à l'école. Il faut que je le donne. C'était facile pour moi. Mais il y a une autre partie qui a de la discipline aussi à avoir là-dedans. C'est de devoir. Moi, au lieu de gamer, au lieu de jouer aux jeux vidéo, moi, j'étudiais quand c'était le temps. Quand j'avais des déplacements, j'amenais mes livres d'école. J'amenais pas mes tablettes ou mon. Fait que je prenais les moments que j'avais pour étudier. C'est sûr que on en a parlé un petit peu, là, mais quelqu'un qui se fait repêcher à 17 ans, il a 2 ans pour signer son contrat. Je veux dire, est-ce que cette personne-là réellement va vraiment tenir absolument à finir son cégep dans ces 2 années-là ou va vouloir jouer toutes ses cartes pour pouvoir signer son contrat? Fait il y a différentes situations au sein de la même ligue. Tu as les joueurs qui, clairement, eux, ce qu'ils désirent avoir, c'est une carrière professionnelle. Puis il y a les joueurs comme moi qui désiraient juste jouer le meilleur niveau élite junior au Québec. Moi, c'était ça que je voulais. Ensuite de ça, on parle beaucoup de la Ligue nationale, puis on semble des fois vraiment le succès ultime, c'est la Ligue nationale, mais il y a tellement d'autres façons de gagner sa vie avec le hockey que la Ligue nationale. Tu peux jouer Ligue américaine, tu peux aller en Europe. Il y a un paquet de ligues en Europe où les gars gagnent très bien leur vie, peuvent jouer jusqu'à 35, 36, 37 ans avec une qualité de vie exceptionnelle. Fait qu'il n'y a pas juste pour moi, il n'y a pas juste la Ligue nationale qui est gage de réussite ou qui indique, c'est la réussite ultime, on s'entend, mais il n'y a pas juste ça. Fait qu'un gars qui joue junior majeur peut ensuite de ça s'aligner à plein d'autres façons. Est-ce qu'il y a ensuite de ça une façon qu'on pourrait faire en sorte que les joueurs doivent réussir leur cours pour jouer junior majeur ou des choses comme ça? C'est parce que si on commence à faire ça, c'est peut-être qu'on va éliminer certains joueurs qui sont des joueurs élites, qui n'ont pas nécessairement de facilité à l'école. Dans le collégial, les joueurs doivent réussir leur cours pour pouvoir. Fait qu'il y a vraiment une motivation à aller à l'école, il y a vraiment une motivation à réussir ses cours. Puis ça, c'est exceptionnel parce qu'on est des étudiants avant d'être des joueurs de hockey. Puis le but aussi, c'est rendu là, c'est de créer des citoyens aussi. On s'entend, là. La pyramide, Stéphane le disait, c'est 2 joueurs par année qui vont jouer dans la Ligue nationale. Fait au final, la réalité, c'est que on va finir par travailler, on va finir par être des citoyens, on va payer nos taxes, on va élever nos familles, puis on va travailler. Fait que je trouve que les 2 modèles collégial, junior majeur ont leur force, leur faiblesse, ont peut-être des buts, pas des buts différents, là, parce que le but devrait être relativement le même, mais ont leur raison d'être, puis aux joueurs, après ça, de sélectionner qu'est-ce qui lui convient. Alexandre, toi, justement, quand tu regardes ça, en tant que gars qui encadre un paquet de gars collégial, est-ce que des fois tu te dis, hey, notre ligue là, si on attirait plus de bons joueurs qui veulent vraiment passer plus de temps à étudier, mais bon, qui acceptent que. Mais est-ce qu'il y a un objectif, en fait, d'attirer plus d'excellents joueurs qui auraient peut-être choisi le junior majeur, mais qui se disent, hey, je vais venir jouer collégial D1 en pensant qu'éventuellement,
ça pourrait être une ligue d'à peu près le même calibre, juste peut-être qui propose des avenues un peu différentes, ou en tout cas qui sied mieux à certains joueurs versus l'autre. Bref, tu as un civil versus un genre de civil avec le junior majeur versus un scolaire avec le collégial. Ou est-ce qu'on pourrait arriver à ultimement quelque chose qui pourrait ressembler comme niveau, ou si junior majeur, tu penses que ça va toujours être, regarde, c'est l'élite, le collégial, on a un autre objectif, puis on ne cherche pas nécessairement. Évidemment, ton équipe, quand tu recrutes, tu veux des bons joueurs, tu veux une bonne équipe, mais est-ce que c'est un objectif à un moment donné d'arriver et de dire, faire comprendre au monde, hey, ici aussi c'est très bon, mais ici aussi tu vas te développer comme joueur de hockey. Comment c'est vu ça? Ben écoute, ta question, là, j'ai à peu près 5-6 différentes réponses là, que j'ai le goût de partir. Là. Il y a plein de directions parce que elle est quand même large, là, même si là, on peut garder ça simple, là, mais moi, je me rappelle quand j'ai fait mon camp junior majeur à Sherbrooke, je pense que je suis un des seuls qui est capable d'avouer que j'ai été coupé premier. J'ai été le premier coupé. T'as pas été le dernier coupé d'habitude, c'est tout le temps le dernier coupé. J'ai été le premier, je l'assume. Puis c'était un peu intimidant, c'était à Sherbrooke, mon frère, il avait son chandail de retirer dans la chambre des joueurs aussi, là, fait que il fallait que dans ma tête, il faut que je performe, puis ça a été loin de ça. Mais je n'étais pas très, très bon, okay, je vais l'avouer, je n'étais pas assez bon pour jouer junior majeur, mais le premier conseil, mon frère me dit, écoute, moi j'ai joué avec plein de gars qui ont passé par le réseau majeur, puis là je joue avec plein de gars qui ont fait un peu les deux, puis il m'a fortement conseillé d'aller du côté américain parce que les études étaient mises de l'avant. Fait que pour revenir un peu à ta question, est-ce que le calibre collégial peut devenir ce type de calibre-là qui pourrait être l'équivalent? Je ne le sais pas. Je sais que jadis, ça a déjà été quasiment un débat. Les gars, ils jouaient jusqu'à 21 ans. Dans le collégial, il y avait des joueurs qui choisissaient d'aller collégial versus junior majeur. Autrefois, c'était différent. Les arénas étaient pleines. Fait que les coffres étaient remplis. Puis là, les gars, au lieu de payer pour jouer collégial, ils se faisaient payer pour jouer collégial. Mais ça, c'est une autre époque. Je ne pense pas qu'on va revivre ça. Je pense que dans le modèle actuel, ce qu'on fait au collégial, puis je mets une parenthèse à ça au niveau de l'identité, puis je vais revenir tout de suite après, là. Mais ce qu'on fait au niveau collégial présentement, moi, je trouve que c'est le meilleur des deux mondes, où est-ce que les intervenants qui sont en place, les joueurs qui viennent, les différents cégeps qui sont impliqués, pousse au maximum pour que le côté athlète soit le meilleur possible. Nous, on a Claude Morin comme directeur des sports qui a joué NCAA, il a joué aux États-Unis, en Allemagne, il a joué dans la Ligue nord-américaine. C'est un excellent joueur de hockey, c'est un excellent gestionnaire. Il travaille vraiment fort pour que notre cégep soit le meilleur cégep possible pour tous les sports. On a 15 sports différents. Fait que, moi, je vois une gang de gens qui sont autour de moi, qui travaillent très fort pour cet objectif-là, que nos athlètes soient les meilleurs, mais c'est toujours en relation avec aussi le fait que les étudiants soient les meilleurs parce que le règlement, il est là. Il faut que tu passes tes cours pour jouer. Fait que je pense que le fait d'amener un standard élevé aux différents étudiants athlètes, qu'ils soient un bon étudiant ou un moins bon étudiant, ça les force un peu. Ce qui est difficile, c'est quand tu le sais que tu n'es pas dans l'élite au niveau hockey, puis que tu te demandes, c'est quoi les débouchés après le collégial, bien, ta motivation va être quoi? Puis souvent, on en parle ça dans nos rencontres de recrutement là, avec le staff. T'sais, on se dit, OK, c'est bien beau que le gars, il est bon présentement, mais est-ce qu'il va être motivé pour passer à travers ce chemin-là quand que l'appât du gain est là avec le junior majeur? Si je fais le majeur maintenant, là, j'ai tous les projecteurs sur moi, puis ainsi de suite, puis il a raison. Fait que c'est difficile de dire, est-ce que notre modèle, ça serait le meilleur? Moi, intrinsèquement, je pense que oui. Moi, je pense que si tout le monde avait ce standard-là, ça forcerait tout le monde à dire, ben là, j'ai les gros projecteurs sur moi, puis en plus de ça, il faut que je passe mes cours parce que le U-Sport, corrige-moi Stéphane si je me trompe, mais le U-Sport, ils ont un règlement comme ça. Puis la NCAA aussi, tu es obligé de passer certains cours. C'est pas la totalité. Mais fait, si on regarde le collégial là, le U-Sport là, la NCAA là, mais dans les ligues juniors, puis là, c'est pas juste le junior majeur, là, que ce soit les ligues juniors dans l'Ouest canadien, en Ontario, que ce soit celle aux États-Unis, il n'a pas ce modèle-là. Fait que, tu sais, c'est comme on est un peu pris avec, tu sais, il y a tellement de choses qui ont été faites jusqu'à présent. Défaire tout ça, ça serait compliqué. Puis je pense que, tu sais, à parler beaucoup avec Claude qui est dans les rencontres avec Stéphane, et ainsi de suite, tu sais, il m'explique qu'on s'en va dans la bonne direction. Moi, ce que je dirais, tu sais, par rapport à tout ça, c'est pour que notre ligue vraiment prenne un autre step, je pense qu'on n'a pas une identité qui est encore clairement définie. Ce que je veux dire par là, c'est que
qui est-ce qui veut venir jouer collégial présentement? C'est les joueurs qui... La plupart des gars qui passent par chez nous, c'est les gars justement qui ne sont pas dans les 3, 4, 5 meilleures rondes qui sont recrutés vers le junior majeur. Fait qu'on pourrait dire, là, dans les... Je sais pour moi, là, on a les 100, 150 meilleurs joueurs au Québec à l'âge de 16 ans. Est-ce que ces gars-là ne sont pas intéressés par le collégial parce que le junior majeur est tellement incroyable à leurs yeux? Je pense que oui. Je pense que le junior majeur fait un job incroyable au niveau de leur médiatisation puis la publicité qu'ils font pour leur ligue. Fait qu'elle est très alléchante comme ligue, veut pas. Fait que ça fait en sorte qu'on n'est pas vu encore, selon moi, comme une ligue de premier plan. On est encore même, dans certains cas, troisième plan. Le midget 3 regarde des gars, ils ont le droit à 5 joueurs de 17 ans. Le junior 3 compétitionne aussi avec nous. Puis là, tu as des agents qui envoient des joueurs de façon, sans dire illégale, là, parce que c'est pas un crime tant que ça, là, mais qui contournent les règlements pour envoyer des joueurs dans l'Ouest canadien ou en Ontario, même s'il y a des règles en place qui font en sorte que les joueurs sont supposés de rester jusqu'à 18 ans. Fait que tout ça mis ensemble, je dirais que ça rend le travail un petit peu plus difficile pour nous, pour aller chercher ces joueurs-là qui, peut-être qu'ils ne sont pas un perfect fit pour le majeur à ce moment-là, ou peut-être qu'ils le sont, mais qui choisiraient notre ligue parce qu'ils considèrent que c'est vraiment la meilleure place où est-ce que je peux me développer à tous les niveaux, au niveau de l'individu, l'athlète et l'étudiant. Je pense qu'on a les installations, je pense qu'on a les encadrements pour. Ça prend juste peut-être une meilleure job de publiciser un peu ce qu'on fait. Parce que, je pense à, comme Dominique parlait tantôt, c'est un bon étudiant. Moi, un des premiers qui a passé par chez nous puis qui a fait tout le chemin vers le U-Sport, c'est Julien Avon, qui est actuaire aujourd'hui. Puis Julien, il a joué à Rouen, il a joué à PEI, puis il a fini sa dernière année à Drummondville. Fait qu'il était dans les 2 places les plus difficiles, là, où est-ce qu'il y avait de la route à faire à côté pour être capable d'avoir du succès dans ses études. Puis il a terminé à Concordia, il a fait ses 5 ans à Concordia, puis là, aujourd'hui, il est actuaire, il travaille pour la Banque nationale. Puis c'était capitaine midget 3 à Charlemagne, drafté en 11e ronde, puis finalement, il a fait l'équipe à Rouen après 1 an chez nous. Fait que tu sais, des histoires comme ça, pour moi, ça me parle beaucoup parce que ça fait longtemps, c'était en 2012-2013, mais c'est justement le genre d'histoire qu'on veut qui se crée dans le modèle actuel qu'on a. Mais je pense qu'il y en a d'autres joueurs qui pourraient opter chez nous, de venir chez nous, puis là, je dis chez nous, je parle de la Ligue collégiale au complet, dans l'objectif d'atteindre ce prochain niveau-là, le U-Sport, et non seulement NCAA Division 3 ou l'universitaire des 2, mais de ces joueurs élites-là qui sont capables de passer par notre réseau. Mais je pense qu'il y a encore du travail à faire. Mais je trouve que c'est intéressant. Il y a deux affaires. Un, tu sais, l'aspect marketing, l'aspect, est-ce que le RSEQ, puis quand je dis le RSEQ, c'est pas nécessairement les gens installés dans les bureaux du RSEQ, là, je parle dans son ensemble parce que à un moment donné, faut que les gens comprennent que les gens qui sont au RSEQ ne peuvent pas faire ce que les membres ne veulent pas qu'ils fassent. Fait qu'il y a ça aussi. Donc, ça, c'est la première chose. Mais cette publicité-là, c'est une chose. Mais tu parles aussi des débouchés. Fait être capable de faire une publicité qui va appeler le monde, c'est d'essayer de faire comprendre qu'il y a des débouchés. Puis, ça vient que le développement, on sait que le hockey, c'est un sport à développement tardif. Fait que c'est pas vrai que parce que tu as 17 ans et tu es rendu entre choisis-tu LHJMQ ou collégial, que nécessairement, quand tu vas avoir 20 ans, quand tu vas sortir de là, tu ne serais pas devenu, tu sais, quel joueur tu es devenu? Est-ce que tu es nécessairement meilleur parce que tu es passé par la LHJMQ? Bon, peut-être parce que tu as joué contre la meilleure compétition, là, on peut en débattre, mais il y a des enjeux là aussi. Fait que sans mettre en compétition nécessairement LHJMQ puis collégial, parce que c'est peut-être ça ne sert à rien que les 2 ligues essayent de se tirer une l'autre pour tirer à couverture, mais est-ce qu'on peut travailler, puis peut-être Stéphane, il y a ça, je ne sais pas si ça existe, une genre de collaboration ou en tout cas de complémentarité sans collaborer nécessairement, mais d'accepter ou de travailler sur une complémentarité entre les 2 offres qui ferait en sorte que tu joues Division 1, hey, tu es le meilleur marqueur de Division 1 pendant 2 ans de temps. Il me semble que on devrait avoir un peu d'exposure comme joueur. Tu devrais avoir des chances. Puis j'en ai vu des gars très bons Division 1. Vous en avez vu plus que moi. Moi, je les suis de loin, évidemment. Je regarde ça comme ça. Mais des gars collégiales Division 1, tu vois que c'est des bons joueurs. Mais ils ne vont même pas jouer universitaire parce que les gars qui sortent de la LHJMQ ou des autres ligues de juniors majeurs,
remplissent de toute façon les universités. Fait que ces gars-là ont même des très bons joueurs D1, on dirait qu'ils n'ont pas cette publicité-là qui fait que les coachs ont peut-être le goût de les regarder, les coachs universitaires. Fait que, je comprends que j'amène plein de choses en même temps, mais ça revient à est-ce que je suis capable de publiciser ce qu'il y a à faire, puis est-ce que je suis capable d'avoir publicisé quelque chose qui va amener un débouché qui va faire que le kid va se dire c'est une bonne option pour moi? Bien, la publicité, c'est une chose. Puis, on a une discussion souvent en comité de ligue, puis c'est sûr que ça reste que c'est les membres qui décident des orientations de la ligue. Ceci étant, il y a un système qui existe depuis longtemps. Moi, je suis un peu plus vieux que vous autres. Là. Je ne suis pas Phil, mais en tout cas plus vieux qu'Alex et que Dominique. Moi, j'ai vu la Ligue collégiale 3 qui a essayé de compétitionner avec le junior majeur qui a tombé. Parce qu'à un moment donné, ils ont voulu prendre les mêmes aspects de compétition que le junior majeur, puis ça n'a pas fonctionné. Moi, j'ai arbitré dans le temps de la Ligue collégiale majeure, qui s'appelait à l'époque, puis la Ligue elle a tombé. Parce que c'était géré, Cégep levé la main, je veux une équipe, il n'y avait aucun développement en hockey. Je vais donner beaucoup de crédit aux gens qui sont là depuis longtemps au collégial. Alex en est un. Depuis quoi? Une douzaine d'années que tu es là, Alex? Ouais, 13 ans. Ouais. 13 ans. Les gens ont bâti cette ligue-là avec beaucoup de monde de hockey, dont Claude. Il y en a plusieurs autres là, qui sont impliqués puis qui se sont occupés du hockey. À mon arrivée, il y a 3 ans et demi, 4 ans déjà, on a vu que le hockey scolaire qui avait de l'importance à s'occuper du hockey de façon un peu plus structurée. Puis, en comité de ligue, on a réussi à dire comment on peut amener cette ligue-là à un autre niveau. Mais avant de l'amener à un autre niveau, de la publiciser, premièrement, il faut finir le haut de la pyramide. Il n'y en a pas. Bien beau dire, venez chez nous, mais s'il n'y a pas de place pour aller jouer au hockey après ça, ça ne fonctionnera pas. L'autre chose, on a cherché une reconnaissance envers le Hockey Québec, envers le Junior 3. Le Junior 3 était une ligue considérée plus haute que la nôtre. Là, on a un statut égal. Depuis quelques années, puis Alex, tu me corrigeras si je me trompe, beaucoup d'équipes juniors majeures vont envoyer leurs joueurs au niveau collégial quand ils redescendent dans un niveau inférieur, parce qu'il y a un meilleur encadrement. Les entraîneurs qu'on a chez nous, là, fait le tour des entraîneurs qu'on a à une ligue collégiale, on a un niveau d'entraîneur. Non, mais les juniors majeurs reconnaissent ça. Mais on a des défis. Et c'est certain qu'on a réorganisé le protocole d'entente avec le junior majeur pour les joueurs affiliés. Mais tu sais, il y a une certaine époque, c'était facile, junior 3, tu appelles le gars, il part, puis il s'en va, il part 3 semaines avec l'équipe. Là, on travaille là-dessus. Ça reste qu'on a un réseau étudiant, puis on a des règles en place. Mais on a amélioré beaucoup de choses au niveau des protocoles d'entente avec les autres ligues et la fédération pour permettre à notre ligue d'atteindre ce statut-là. Après ça, éventuellement, quand l'eau de la pyramide sera bâtie, ça va rester qu'éventuellement, c'est le produit qui va prendre le dessus. Si à un moment donné, on a un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs qui percent, si nos entraîneurs sont encore longtemps, l'encadrement est meilleur, ça se peut qu'il y ait des joueurs qui choisissent un programme collégial avant un junior majeur. Mais pour l'instant, le plus haut niveau au Québec, c'est le junior majeur. Puis, comme je te dis, on est en train d'asphalter d'autres parcours. Puis quand il sera asphalté, ça se peut que tu partes du secondaire 1, puis que tu ne sortes jamais du réseau, puis tu finisses universitaire de division 1. C'est sur ça qu'on travaille. Mais ça ne se fait pas en criant ciseaux, puis c'est pas juste en participant à des tournois à l'extérieur. Puis oui, ça fait partie de ce qu'on fait présentement. Mais demain matin, de dire que le collégial va pouvoir compétir avec le junior majeur, je pense qu'on n'est pas là. Non, je ne pense pas non plus. Mais on travaille tous ensemble là, pour s'assurer que tout joueur à tout niveau puisse partir du scolaire jusqu'à l'universitaire dans le réseau étudiant. C'est là-dessus qu'on travaille. Mais il y a des pas qui se font dans la bonne direction, mais c'est certain qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Je pense que si je peux me permettre, si le collégial, justement, je pense que le collégial se tromperait de cible en essayant de compétitionner le junior majeur. Je pense qu'il y a une façon d'avoir un écosystème où les deux peuvent vivre puis très bien fonctionner. Il ne faut pas oublier que le jeune qui joue junior majeur, il ne paye pas pour jouer. Il ne faut pas oublier qu'il y a ses bâtons de hockey fournis, qu'il y a ses patins fournis, qu'il habite en pension, qu'il y a toutes dépenses fournies. Tu sais, je veux dire, collégial, ça reste que c'est encore, tu sais, les parents, normalement, qui doivent encore débourser. Fait qu'il y a quand même une grosse différence. Sauf que je pense, moi, pour l'avoir vécu de près pendant 2 ans, c'est nous, on a, je ne m'inclus pas là-dedans. Maxime Ménard à Gatineau a créé un programme en 2 ans exceptionnel à Gatineau où on est devenu l'alternative de choix. Si ce n'est pas junior majeur, les gars de Gatineau vont venir jouer à Gatineau. On a une relation avec les Olympiques de Gatineau. Fait que Louis Robitaille, Maxime Ménard sont en communication. Il y a des joueurs qui vont pratiquer avec les Olympiques. Idéalement, tantôt, un joueur qui
qui est coupé dernier des Olympiques, ben, au lieu de repartir chez lui, est-ce qu'il pourrait pas venir jouer collégial chez nous pour ensuite de ça faciliter les rappels? Ou, je sais qu'il y a des règles de rappel ou d'autres choses comme ça, mais il y a des choses ça peut aller de l'avant dans l'avenir pour vraiment que les deux systèmes cohabitent encore mieux ensemble. Puis, comme Stéphane le dit, de faire en sorte qu'il y ait un après. Parce que moi, des fois, c'est ça que je trouve triste, c'est que les gars, ils trippent, ils jouent 17, 18, 19 collégiales, puis après ça, ça arrête, c'est fini. Puis les gars ont encore du bon hockey à donner, puis c'est des gars qui continueraient de se développer. Fait que s'il y a un après collégial, un D2 ou un D1, parce que là, on va se le dire, là, c'est McGill, c'est Trois-Rivières, c'est Concordia du côté du Québec, puis les places sont rares, là. Tu sais, c'est pas 15 nouvelles recrues à chaque année. Fait que qu'est-ce qu'ils font? Souvent, ça va aller recruter des 20 ans juniors majeurs dans les maritimes ou quoi que ce soit. Fait qu'il faut absolument leur donner une alternative à ces gars-là ou une façon de continuer à se développer parce qu'on le sait, le hockey, c'est un sport à développement tardif. Fait que c'est dommage quand tu vois un gars, puis Alexandre le disait bien tantôt, il y a des gars qui jouent collégial qui sont 100% niveau junior majeur, sont juste pas tombés dans la bonne organisation au bon moment avec les joueurs qu'il y avait, mais ces gars-là pourraient jouer et peuvent continuer de se développer jusqu'à 21, 22, 23, mais si on ne leur donne pas l'opportunité, peut-être qu'on manque des belles histoires ou des gars qui se seraient développés. Puis ça va prendre, comme Stéphane le disait, ça va prendre un gars qui éventuellement sort ou va jouer peut-être NCAA ou réussit à percer, puis ça va continuer. Mais les intervenants en place, je veux dire, pour moi, ce que le collégial doit faire en ce moment, c'est d'être absolument l'alternative à un joueur qui ne fait pas le junior majeur. Je pense que jusqu'à présent, ça s'enligne dans la bonne direction. Je pense que nous, à Gatineau, le joueur qui ne fait pas le junior, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a réussi à créer, ou ce que Maxime Ménard a réussi à créer avec le programme à Gatineau, c'est que les gens ne se posent plus la question. C'est les Griffons. C'est les Griffons du cégep de l'Outaouais. Écoute, on a une nouvelle infrastructure qui s'en vient, une nouvelle chambre de hockey qui va être juste à côté de la chambre de l'Intrépide de Gatineau. Fait que ça donne un aspect professionnel. Les infrastructures sont là, les intervenants de qualité sont là. Puis en plus de ça, tu vas à l'école puis tu continues à te scolariser. Fait que pour moi, je me ramène à quand j'avais 18 ans, puis je me suis fait couper des Saguenay de Chicoutimi, puis j'étais allé à Valleyfield. Je vais te dire une affaire, je trouvais ça long en tabarouette parce que tu as des 19 ans, des 20 ans qui ne vont plus à l'école. C'est pas nécessairement motivant. Fait que ce qui est le fun quand tu joues pour ton école, pour tes couleurs, c'est que tu fais partie d'un organisme, tu fais partie d'une organisation, tu es ton équipe de hockey. Tout le monde étudie, tout le monde fait la même chose que toi. Tu as l'équipe de foot, tu as l'équipe de volley à côté. Il y a vraiment un esprit de communauté. Tu défends les couleurs de ton école. Il y a vraiment quelque chose de le fun. C'est une grande famille. Fait honnêtement, moi, si ça avait été à 18 ans, j'avais eu cette option-là à 18 ans, c'est certain que j'aurais été à l'option collégiale. Sûr et certain. Fait que si tout le monde joue junior 3A, parce qu'il y a des joueurs de qualité dans le junior 3A quand même encore aujourd'hui, mais si tu réussis à ramener ces joueurs-là puis d'avoir le collégial, tabarouette, c'est que là, tu vas en placer NCAA, puis il y en a qui vont s'en aller, puis c'est là que petit peu à petit peu avec les années, c'est ce que je pense, le collégial doit se positionner dans cette optique-là. Tu vois ça comment, Alexandre, de ce que Dominique dit? Hein? Ben, c'est ça, puis tu sais, je reviens à une couple de trucs, là, mais moi, ça va toujours revenir un peu à l'aspect financier de la chose. L'argent amène le monde, là, on ne se le cachera pas, dans un système capitaliste. C'est là où est-ce que ça va avancer. Fait que, je regarde, puis je nommerai pas d'organisation, mais je connais une organisation junior majeure que le fonds de roulement est à peu près 1,8 million, puis il y a la moitié de ça qui est épongé par la ville. Pourquoi? Ben parce que malheureusement, ça coûte cher faire du hockey à ce niveau-là, puis c'est une belle publicité pour cette ville-là qui est plus éloignée qu'une ville comme Blainville ou Montréal, peu importe. Là. Mais à la fin de la journée, moi, je me rappelle, il y a 13 ans, là, justement, quand j'ai commencé, c'était Roland Grandmaison à ce moment-là qui était en chef là, à la RSEQ. Puis il nous avait dit, faites le travail sur le plancher des vaches, ça va bien aller. Puis à l'époque, on avait 8 équipes. 9, avec Carrington. Fait que on compétitionnait un peu avec le Junior 3A pour faire ce que Dominique aurait peut-être aimé faire. Là, tu te fais couper, tu t'en vas collégial versus Junior majeur. Puis, ça n'a pas pris de temps qu'avec un peu moins d'équipes,
parce que Junior 3, je pense qu'il y en avait 15 à ce moment-là, ben, les 17 ans qui se disaient, je n'irai pas jouer Junior 3. Il y a 5-20 ans, il y a 8-19 ans dans l'équipe. Ça va être quoi mon temps de jeu? Je vais aller collégial. Fait en 2012-2013, chez nous, on a été capable d'aller chercher, je pense qu'il y a un joueur là-dedans qui a fait le camp des recrues du Canadien Montréal. L'année d'après, pendant cette année-là, on recrutait. On a un autre qui a fait d'autres camps dans la Ligue nationale avec Sam Vigneault. C'était une époque où il y avait un certain engouement parce que, justement, le but de la Ligue collégiale, c'était de rescaper un des 17 ans, comme Stéphane disait tantôt. De permettre à ces 17 ans-là de ne pas tomber un peu dans le néant. Fait on l'a fait un peu le travail à ce niveau-là. Puis là, avec les années, la Ligue a grandi, a grossi, puis on a perdu un petit peu cette identité-là. Bon, la Ligue a grossi, le junior majeur, Mané, ils ont eu moins d'équipes, et le junior 3, pardon, moins d'équipes. Mais ça reste que, tout le travail sur le plancher des vaches, comme Roland Grandmaison me l'avait dit, il a été fait. Puis là, ça s'améliore encore plus avec le type de structure que Stéphane essaie de mettre en place au niveau global de la RSEQ. Pour que, justement, les benjamins, les cadets, les juvéniles aient des avenues, mais toujours avec la même institution jusqu'à temps qu'ils arrivent au niveau collégial. La problématique, elle reste, c'est quoi le débouché? Puis là, ils travaillent là-dessus encore une fois. Mais tant et aussi longtemps que le joueur de hockey, il ne se sent pas motivé pour aller là. C'est pour ça que chez nous, on ne prend pas tant de gars qui se font retrancher du junior majeur parce que, un, il y a de l'incertitude. Puis deux, dans la plupart des cas, la manière que nous, on le vit, ils viennent un peu de reculons. C'est comme, c'est un plan B. Je m'en viens chez vous parce que moi, je veux jouer là, mais là, je suis obligé de jouer ici parce qu'ils m'ont dit non. On essaye vraiment d'aller chercher les gars qui disent, moi, je vais aller à André Laurando. Moi, je veux jouer collégial. Puis ça, ce défi-là, je trouve qu'avec les années, il est encore plus grand. Puis ça fait en sorte que, pour être capable d'amener cette ligue-là à un autre niveau, pour être capable d'améliorer un peu tout le réseau, puis de permettre à les universités qui en font du hockey universitaire présentement au Québec, se disent, moi, je vais aller chercher des joueurs de là, faire en sorte que notre modèle ait vraiment le U-Sport sur le haut, bien, ça va prendre justement une différente manière d'aborder les problématiques, parce que présentement, c'est pas ça qui est en train de se faire. Fait que, tant et aussi longtemps, je pense qu'il n'y a pas d'argent institutionnel qui rentre encore plus. Puis encore là, c'est tout le temps des choix politiques. Il y a plein de trucs qui viennent avec ça. Versus aux États-Unis, que c'est des individus qui ont un intérêt à se dire, ben moi, je veux redonner à mon université pour X raisons. Ben, tant que ça ne sera pas ça, parce que notre système au Québec est un peu plus social qu'aux États-Unis, où est-ce que la privatisation est partout, ben ça va prendre un peu plus de temps. Je ne pense pas qu'on va être capable de passer sur un bon niveau. Je pense qu'on va faire un excellent travail dans ce qu'on fait. Puis éventuellement, si oui, on a une Ligue D2 et une Ligue D1, là, avec une dizaine d'équipes en total, tant et aussi longtemps que ça ne s'est pas fait, l'avenue des petits gars qui disent ben moi, je veux rester dans le système scolaire, ça va être de jouer à NCAA. Puis ceux qui disent ben moi, je veux faire le plus haut niveau possible au hockey, ça va rester junior majeur. Fait que je ne vois pas de changement à court terme. À court terme, c'est ça. À long terme, si on est capable vraiment d'établir ça, là, le haut de la pyramide correct là, au Québec, bien là, ça risque d'être intéressant parce que peut-être qu'il y a des organisations dans le junior majeur qui vont changer un peu leur fusil d'épaule. Peut-être que le fait au niveau politique qu'on aide peut-être ces universités-là à en faire, ça va peut-être aussi changer le fusil d'épaule de bien des gens. Puis c'est toute une question d'argent, oui, mais de où est-ce que moi où est-ce que je veux m'engager? Est-ce que j'ai l'air du bon politicien à dire hey, on s'en va dans cette direction-là? Comme le ministre a fait avec les bagarres, moi, je trouve que c'est la meilleure affaire qui ne peut pas arriver au hockey, même si je suis un des rares qui s'est battu au hockey régulièrement et qui veut annuler ça. Mais je pense que tant ou si longtemps que ça ne s'est pas fait, à court terme, on va patauger des mêmes eaux puis on va rester où est-ce qu'on est présentement. Steph, as-tu des choses qui te disent là-dedans qu'on va le faire grossir plus rapidement peut-être que le monde pense, ce fameux haut de pyramide-là? Mais regarde, ça fait 3 ans et demi, là, on est passé de 12 équipes collégiales, 13 équipes collégiales, on est rendu quoi, à 27. On avance des choses, on avance des choses assez rapidement. Pour de vrai, la collégiale, l'université du 02, elle n'existait pas. Il y a 3 équipes, on s'enligne pour une ligue l'année prochaine. Je comprends que c'est jamais assez vite, c'est pas assez vite pour moi. Ça reste qu'une réalité institutionnelle, puis c'est pour moi qui mets l'argent, c'est les universités, puis le financement, c'est énorme, c'est des gros sous à investir, puis ça reste qu'ils ont des choix à faire aussi. Il y a du sport au masculin, il y a du sport au féminin, puis c'est pas juste le hockey. Nous autres, on parle de hockey parce qu'on est passionnés de hockey ici, fait que on veut que ça bouge à ce niveau-là. Sauf que, tu regardes, il y a 8 équipes des maritimes au niveau féminin, il y en a quoi, 9 au niveau masculin.
Pas plus beau que le Québec. Là. Fait que, il y a une partie qui relève du département hockey, parce que je ne suis pas seul. Là, Jérémy Ricard, j'ai toute une équipe derrière moi qui travaille avec moi, qui n'existait pas avant, qui fait qu'on s'occupe du développement. Est-ce qu'éventuellement, c'est plus topique de penser qu'un joueur pourra partir du secondaire 1 jusqu'à l'universitaire? Nous autres, on croit en ça. Puis je vais vous donner un exemple. C'est le jeune Tremblay, maintenant que Josh Chicoutimi, le jeune de 16 ans qui est recrue de l'année. Massé? Comment? Massé, c'est ça? Moi, je me suis trompé. Je l'ai vu jouer une fois chez la Chicoutimi. Il provient du hockey scolaire. Il y a une partie, là, il a décidé de prendre le junior majeur parce que c'est un joueur de haut niveau, mais il est passé par le réseau scolaire et non par la structure intégrée. Moi, je pense qu'il y a une possibilité éventuellement, là, tout en étant structuré, en ayant une vraie pyramide, un vrai parcours, éventuellement, c'est pas dit que ça va être la majorité des joueurs qui vont faire ce parcours-là, mais il va être disponible puis il va sûrement être plus attrayant pour certains de nos joueurs. C'est juste que, il n'y a pas de solution magique, on n'a pas une baguette. Oui, le moyen terme est pas mal plus réaliste que le court terme, mais on avance énormément. Avec les défis qu'on a, il y a de la résistance, il y a des gens qui ne veulent pas. Il y a toutes sortes de le réseau, c'est un réseau. Le hockey n'est pas seul. Donc, il y a des sports, il y a des règles de secteur qui existent. Le département hockey n'existait pas il y a 3 ans. Là. Il y a un département hockey puisqu'il croit en développement vertical de la discipline. C'est le premier développement vertical de discipline qui se fait au réseau. Je suis d'accord, il y a plein de choses à faire. Puis oui, on est tous pressés d'amener ça à un autre niveau. Mais je pense qu'il y a des bons pas qui sont faits. On va continuer de faire cette direction-là avec l'aide de nos membres, nos gens de terrain. Mais la Ligue collégiale des 1 nous aide énormément à faire avancer les choses partout parce qu'il y a un bon Québécois, il y a un buy-in. Tout le monde embarque. Puis souvent, les responsables des sports vont faire comme, tu sais quoi, ça n'avantage pas mon équipe, mais pour le bien de la Ligue, on va aller dans cette direction-là. Fait qu'on avance. Oui, il y a des choses qui m'interpellent, mais on travaille sur un paquet de dossiers pour faire avancer ça le plus possible. Il y a avant qu'on termine, il y a un sujet sur lequel je voulais avoir votre impression, puis Stéphane, tu es peut-être le mieux placé pour en parler, mais il y a un an, il y a eu le fameux rapport Denis, puis on a mis de la place justement, on a parlé de le hockey universitaire, comme ça c'est un élément. Mais il y a une chose, moi, que je me souviens qui a été mis là-dedans, la création d'une équipe nationale 17-18 ans. Là, je ne sais pas si l'idée, c'était de faire quelque chose un peu comme le programme de développement américain. Là. Je ne sais pas si c'est là-dessus qu'on s'était référé ou basé pour penser ça. Il y a quelque chose qui a été proposé d'avoir justement cette fameuse équipe nationale 17-18 ans. Comment c'est vu, ça? C'est-tu quelque chose qui se passerait dans le cadre scolaire malgré tout? Est-ce que c'est quelque chose qui serait sorti? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez actuellement? Comment c'est... qu'est-ce qu'il y en est avec ça? Bien, histoire courte, là, c'est drôle que tu m'en parles parce que demain, on a une rencontre de Dominique Ricard, Jocelyn Thibault et Marc Denis pour notamment revoir ce qui a été fait, les avancées qu'il y a eu. Une des recommandations, c'était d'avoir plus de place pour nos jeunes de 17 ans. Mais on s'occupe du développement de la collégiale des deux. Ça, c'en est tout. Il y a des choses qui se sont faites par des gens sur le terrain, puis ça fonctionne. On a une bonne relation avec Hockey Québec. On travaille sur un paquet de choses. On va faire le tour du rapport demain. Cette équipe-là, oui, ça a été discuté. Oui, ça pourrait ressembler à ça, mais ça, c'est quelque chose qui relève de la fédération. Puis oui, il y a du financement associé à ça avec un centre d'excellence, ces choses-là. Fait que ça, je pense que Jocelyn Thibault pourrait répondre un peu plus à la question que nous autres, là, mais c'est pas dans les cartons, c'est pas quelque chose qu'on discute présentement là, avec le réseau. Puis on n'a pas entendu parler. Puis en général, ils nous tiennent pas mal au courant de ce qui se passe. Là, fait que, je pense que la fédération pourrait mieux répondre à ce niveau-là. OK, parce que ça, c'était quelque chose que je me demandais par rapport à... Parce que tu vas chercher quand même une grappe là, que tu veux développer en disant, ils sont dans l'antichambre de la LHJMQ peut-être, mais il y a une élite là qui, dans le fond, viendrait piger dans l'élite des équipes comme le Boomerang puis les Griffons en disant peut-être je m'en vais chercher un ou deux de vos joueurs. Mais je me demandais justement à quel point on voudrait garder ça étudiant-athlète versus, Est-ce qu'on penserait ce système-là en fonction d'un peu comme si c'était une équipe collégiale ou un peu plus comme si c'était une équipe junior majeure? Ben Alex, je pense que Claude m'en avait déjà glissé un mot. Il y avait quelque chose, un projet qui ressemblait un peu à ça, là, peut-être pas dans la même forme, là, au niveau collégial. Mais quand ça arrivera, on verra avec la fédération si on ne peut pas s'impliquer, nous autres, au niveau de la Ligue collégiale. Parce que c'est certain que, tantôt on parlait des études, c'est pas donné à tout le monde rendu à cet âge-là. À un moment donné, il y a des jeunes qui vont faire un métier, qui vont apprendre d'autres choses, puis qui vont jouer chez nous. Puis la structure associative civile est là pour une raison, puis c'est correct aussi. Là. C'est pas tout le monde va à l'université et au cégep, puis ça, il ne faut pas penser que tous les bons joueurs de hockey vont passer par chez nous parce que ça existe. Mais éventuellement, c'était une idée qui avait été apportée par, entre autres,
André Laurando. Puis quand Hockey Québec nous approcheront, on verra les démarches qu'on pourra faire à ce niveau-là. Good. Alexandre, moi, c'est ça? Ben non, mais je vais faire une suite à ça. Moi, je suis peut-être un petit peu trop utopique dans ma manière de voir les choses, là, mais on avait parlé un peu de ça, cette équipe-là, parce qu'on cherche tout le temps un peu des manières à améliorer. Puis moi puis Claude, là-dessus, on partage une chose, c'est qu'on veut vraiment que les joueurs de hockey au Québec soient les meilleures personnes, les meilleurs joueurs de hockey, mais les meilleurs étudiants. Ça a toujours été un peu notre engagement. Puis Claude, il fait un camp où est-ce que, parce que les débouchés présentement pour jouer universitaire sont plus difficiles, il fait un camp où est-ce qu'il invite des coachs de la NCA, parce que les coachs de la NCA, ils ne viennent pas au Québec, là, ils ne viennent pas regarder Junior 3. Okay. Pour eux, la majorité des joueurs sont inéligibles. Fait qu'on fait un camp une fois par année, puis on invite des joueurs. Fait que, ça fait longtemps qu'on fait ça, on fait ça depuis 2011. Fait que, fil en aiguille, à un moment donné, avec les discussions, puis où on s'est rendu, au cégep, André Laurando, on a travaillé fort pour amener nos gars aux différents prochains niveaux. On est une des équipes qui a placé le plus de gars, autant que ce soit universitaire canadien qu'américain. Ben, je pense qu'on est l'équipe qui en a placé le plus. On a travaillé fort là-dessus, mais à un moment donné, comme j'expliquais tantôt, on trouvait que ça prenait de quoi de plus. Puis cette idée-là est sortie parce que, évidemment, le modèle américain le font. Présentement, ces joueurs-là vont junior majeur pour, je dirais, à 95% du temps. Même les gars qui sont commis, des fois, NCA, ils se font convaincre de revenir au Québec, ce qui est parfait comme ça. Fait que le but de ça, c'était vraiment d'essayer de prendre ces meilleurs joueurs-là puis de dire, ben garde, au lieu de, que ce soit jouer junior majeur ou quoi que ce soit, de jouer dans un réseau qui est, scolaire, fait que tu finis ton secondaire 5, fait que c'était plus pour les joueurs de 16 ans. Tu finis ton secondaire 5, à la limite, tu pourrais même continuer vers ton grade 12. C'est même pas nécessairement de passer par le collégial. Ça, c'était mon argument que l'autre voulait absolument qu'il passe par le collégial, mais dans cette idée-là, il n'y a pas le choix de grade 12, il n'est pas reconnu par le non, c'est ça. Mais il est reconnu partout ailleurs, mais ici, non. Là, mais... C'est ça. Fait que, l'objectif. Il n'est pas reconnu par le. Juste parenthèse, il n'est pas reconnu par le ministère de l'Éducation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des universités qui l'acceptent de laisser rentrer, par contre. C'est ça. On est différents au Québec. Mais bref, c'était ça l'idée. C'était vraiment de créer une équipe qui, au lieu de perdre ces joueurs-là, puis c'était surtout ça que, quand je parlais d'identité tantôt, on est comme dans un in-between. Nous, ça coûte de l'argent à jouer. Si tu peux aller jouer dans BCHL, ils vont tout payer. Puis c'est un des compétiteurs si on veut amener les gars vers l'université, parce que, comme encore, je me répète, mais au Québec, on n'a pas beaucoup de sortes débouchés pour les gars collégiales. Puis après ça, l'autre compétition, c'est plus jeune que nous, c'est les prep schools, où est-ce que là, tu payes, mais eux autres, ils attirent les meilleurs joueurs parce qu'ils ne payent pas trop, puis ils ont une vitrine pour jouer universitaire américain. Fait qu'on était comme un peu, on est pris dans l'entre-deux, fait qu'on n'a pas une identité claire qui va permettre à un gars qui arrive du midget 3 à 15 ans, puis qui dit, ou à 16 ans même, s'il n'a pas été drafté, qui dit, moi, je veux jouer collégial pour telle raison. Fait que, cette idée-là est sortie comme ça, mais à la fin de la journée, c'est une bonne, c'est une mauvaise idée. Bon, il y a des propriétaires juniors majeurs qui vont dire, ben nous, on veut l'avoir, le meilleur joueur. On veut qu'il joue la moitié de ses games chez nous à la maison, puis que les partisans vont venir justement pour le voir jouer. Je suis sûr que quand Crosby était là, le chiffre d'affaires était nettement meilleur que par la suite. Mais ça reste que c'était une idée comme ça pour essayer de trouver une certaine niche pour attirer ces joueurs-là. Puis, on le faisait dans le but que la Ligue collégiale puisse en bénéficier parce qu'elle a joué dans le réseau. Fait que ça, c'était l'idée. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est vraiment meilleur? Est-ce que le modèle américain est nettement meilleur parce qu'il l'utilise là-bas au sein de la USHL? Je ne sais pas. Là. Mais à la fin de la journée, c'était vraiment simplement une idée comme ça. Là. J'ai vu que la BCHL s'était sortie de Hockey Canada. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur leur recrutement? Parce que là, je pense que là, ça leur donne le droit de recruter un peu partout au Canada. Je pense ce move-là, est-ce que ça pourrait faire en sorte qu'ils viennent recruter des joueurs québécois ou il y a quand même la règle de tu ne peux pas aller jouer ailleurs jusqu'à 18 ans? Mais là, ça va être tout à établir avec la fédération. On a des questions à poser à ce niveau-là aussi. Là. Je pense qu'ils compétitionnent pas mal plus avec le Western Hockey League là-bas, puis parce que c'est des années différentes après ça. Là. Ouais. Je ne vois pas un exode de nos joueurs, un exode majeur de nos joueurs vers la BCHL, mais on a des questions à poser. Ça sort hier, la nouvelle. Oui, exact. Demain, on a des rencontres, on va regarder ce que ça donne, mais je n'ai pas de réponse aujourd'hui. Ouais. Ce move-là, ça va toujours être la même chose. Toutes les équipes qui compétitionnent présentement au Canada et aux États-Unis pour placer des joueurs universitaires américains,
c'est toute une question c'est tout du relationnel. Là. Au-delà de la qualité du joueur, je me rappelle quand Jason Clark était à Carlton Place en Ontario, il plaçait facilement la moitié de son équipe Division 1. Il est parti, puis là, tout d'un coup, la CCHL place. Il était rendu 3e au Canada. Là, ils sont rendus égal avec la OJ, puis ils placent presque plus de joueurs. Fait que ça va toujours être, qui tu connais. Fait que ces entraîneurs-là, ils vont placer des gars NCAA Division 1. Il y a plein de joueurs qui vont y aller parce que c'est ça qu'ils veulent voir. C'est quoi les débouchés? Exact. Dominique, je voulais te demander, toi, à cause que tu as eu ton parcours qui n'est pas passé justement par le collégial, on a parlé pas mal du collégial, mais que tu t'es retrouvé dans le hockey universitaire canadien. Première question, est-ce que le hockey universitaire canadien est sous-estimé? Puis, est-ce que vraiment, parce que j'imagine que tu as joué avec des gars qui n'arrivaient pas nécessairement d'équipe de ligue junior majeure. À quel point, justement, il y a de la place pour des gars qui viennent d'ailleurs? Puis, est-ce que les équipes, je comprends, tu l'as vécu à Ottawa, là, tu peux peut-être pas parler pour tout parler. À quel point, justement, sont regardés les gars qui viennent d'ailleurs que le junior majeur? Écoute, pour moi, l'universitaire canadien au hockey, c'est le niveau le plus sous-estimé qu'il n'y a pas. C'est du méchant beau hockey. Pour moi, c'est 2 fois plus fort que le junior majeur. Si tu prends tous des joueurs plus vieux, plus forts physiquement, puis des bons joueurs, des joueurs qui étaient dominants junior majeur, mais des joueurs qui étaient dominants junior 3, collégial. Puis écoute, moi, je le dis en toute sincérité, mais quand je suis arrivé universitaire, tu regardais les gars qui arrivaient d'ailleurs que le junior majeur, puis tu les regardais un peu de haut parce que tu les connaissais pas, puis tu n'as pas joué junior majeur, puis tu n'étais pas des meilleurs, puis là, tu joues avec moi dans la même ligue. Puis au final, au bout de quelques matchs, tu te rends compte que ce gars-là, il est excellent. Là. Il est vraiment, vraiment bon, ce gars-là qui arrive du collégial ou du junior 3. Fait que c'est pour ça, on se répète, mais je veux dire, c'est un sport à développement tardif. Fait que si tu ne donnes pas l'opportunité à certains joueurs de monter, tu ne pourras jamais voir c'est quoi le top de leur potentiel. Fait que c'est un excellent niveau de hockey qui gagne à être connu, que je ne comprends pas qu'il n'y a pas plus d'engouement, parce que pour le monde en général, la communauté étudiante, on le voit avec le football, c'est un succès, le football canadien. Oui. C'est un grand succès. Pourquoi on ne peut pas faire la même chose avec le hockey? Moi, je suis sûr que la communauté étudiante embarquerait. Il y a des façons de faire de la publicité pour que les étudiants viennent voir. C'est juste ici au collégial, quand les Griffons sont allés en finale, l'aréna était pleine. C'était des étudiants, c'était des parents, c'était du monde qui était curieux de connaître le produit. Mais l'universitaire, c'est la même chose. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça, on en parlait tantôt, les Maritimes, ils ont 9 à 10 clubs. Pourquoi le Québec, on n'a pas ça? Tu sais, pour donner un autre step à nos joueurs qui finissent collégial, de continuer à jouer, de continuer à se développer, de continuer d'aller à l'école en jouant au hockey. Tu sais, l'Université Laval devrait avoir un club. L'Université de Montréal devrait en avoir un. Bishop, Sherbrooke. Pour moi, il y a façon de faire une méchante belle ligue dans les années à venir. Fait que là, ben, Stéphane l'a dit, là, ça a grossi vraiment vite. Là. Chaque chose en son temps. Mais ce qui est le fun avec tout ça, ce projet-là, c'est le potentiel. C'est ce qu'on peut faire dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Pour moi, là, tout ça, c'est juste un début. Puis je trouve que c'est vraiment excitant pour tous ceux qui sont impliqués dans cet aspect-là, le collégial puis l'universitaire. Tout ce qui s'en vient, pour moi, c'est vraiment excitant. Puis au final, ceux qui vont réellement bénéficier, c'est les joueurs. Puis c'est tous ceux qui travaillent dans le hockey, les coachs, tout le monde qui veut travailler, faire carrière dans le hockey, tout le monde va en bénéficier de ça. Parce que, tu sais, on a des gens extrêmement compétents au Québec au niveau du hockey, mais il n'y a pas beaucoup de jobs, on s'entend. Il n'y a pas beaucoup de jobs dans le hockey. Il y en a, mais il n'y en a pas nécessairement. Fait que, tu sais, de continuer de créer des jobs, de continuer de créer des postes pour que les joueurs puissent jouer, étudier, puis que les joueurs puissent éventuellement coacher puis s'impliquer dans le hockey à leur tour. Ben effectivement, regarde, dans le fond, je pense que tu termines ça avec un message assez positif, en le sens qu'il y a du
du potentiel, puis il y a des belles choses. Alexandre, Stéphane, j'imagine aussi, vous autres, Stéphane, tu n'as pas le choix, c'est ta job, fait qu'il faut que tu sois positif là-dedans. Alexandre, j'imagine que toi aussi, si tu es là-dedans, puis tu crois, puis visiblement, tu réfléchis beaucoup à ce qui encadre tout ça. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de positifs à avoir. Écoutez, je pense qu'on a fait un super tour d'horizon. Encore bien des questions à répondre, encore bien des affaires, mais ça, c'est le beau de l'affaire, ça prouve qu'il y a encore du travail à faire, parce que sinon, on aurait tout fini, on se croiserait les bras, on aurait moins de fun. Il faut travailler là-dedans. Fait que je veux vous remercier infiniment du temps que vous avez pris avec moi pour parler de tout ça. On aura l'occasion peut-être d'en reparler éventuellement, mais de ce qui part au début, on a commencé en parlant de coups de gueule qui ont été lancés envers le hockey junior puis envers certaines façons de faire ici. Si le monde prend le temps de le voir comme on l'a fait aujourd'hui, je pense qu'on va mettre de la lumière positive dans tout ça, puis on va pouvoir trouver des solutions, puis amener des gens qui réfléchissent, des gens intelligents, qui vont chercher des solutions plutôt que de voir sur quoi on peut taper pour dire que c'est imparfait. Fait que, bref, je vous remercie encore une fois. Super agréable. Puis on aura peut-être l'occasion d'en reparler éventuellement. Merci encore. Parfait. Merci, Philippe. Merci beaucoup. Salut tout le monde.